Bonjour les 4B, bonjour les 4C, on se retrouve pour la conclusion sur cette leçon consacrée à la colonisation du monde d'une partie du monde par l'Europe au XIXe siècle. Donc nous avons vu, et c'est à retenir, qu'il y a eu une accélération de cette colonisation correspondant d'ailleurs à l'avance technologique prise par les États européens qui sont devenus des puissances économiques militaires aussi, avec des armées modernes et qui ont voulu, pour accroître leur puissance, leur rayonnement, prendre des territoires et puis les exploiter. Alors cette exploitation, cette conquête a pu être brutale, nous avons vu des exemples précis, et pour cette conclusion, je voudrais m'appuyer sur la carte que nous avons étudiée, mais aussi sur ce dossier de votre livre qui est consacré à l'abolition de l'esclavage en France en 1848. Ce qui est intéressant, c'est que ce dossier nous montre bien un aspect plutôt positif, mais qui n'est pas sans ambiguïté de l'Europe à la fin du XIXe siècle, à savoir l'abolition de l'esclavage. Alors, vous en avez fait la lecture, c'était la première consigne qui vous était demandée de réaliser, une lecture attentive, j'espère. Donc nous allons ensemble reparcourir très très rapidement ces documents et voir ce que nous pouvons en retirer et en retenir. Alors, premièrement, premier point qu'il me semble important de retenir à travers les documents 1 et 2, c'est 1, 2 et 3 d'ailleurs, c'est de voir que la lutte contre l'existence de l'esclavage, contre la pratique de la traite négrière, est quelque chose d'ancien. Déjà, une action même qui vient de ceux qui en souffrent, à savoir les populations noires, notamment des îles à sucre, puisque là nous avons une pétition de 191 hommes de couleur de Martinique en faveur de l'abolition de l'esclavage, adressée à la Chambre des députés en 1836. Si on lit le texte, on y voit ici la convocation de valeurs, de notions qui sont celles qui sont développées euh, au XIXe siècle, fin du XVIIIe et au XIXe siècle, c'est les idées libérales. Euh, et cette pétition nous montre que, au-delà des révoltes d'esclaves, au-delà du marronnage, je ne sais pas si vous vous souvenez, des esclaves marrons, on avait vu ça en début d'année, eh bien il y a eu un vrai mouvement actif pour essayer d'obtenir l'abolition de l'esclavage. En Europe aussi, hein, des hommes se sont engagés contre l'esclavage. Alors par exemple, une grande figure, hein, comme dit votre livre, une figure abolitionniste, c'est Victor Schœlcher. Alors Victor Schœlcher dénonce, pour les mêmes raisons que la pétition qui est à côté, eh bien l'existence de l'esclavage. Il dit toute son horreur devant l'existence de ce trafic, des marchés d'êtres humains. C'est complètement contraire à ses convictions et il n'est pas normal que ce système continue d'exister. Il s'exprime dans une revue, la Revue de Paris, en 1830. Enfin, autre illustration, c'est ce congrès international qui s'est tenu en 1840, donc un abolitionniste anglais, ici, Thomas Clarkson, dénonce l'existence de ce fait du commerce des hommes, de leur réduction en esclavage. Il y a donc un mouvement abolitionniste qui existe dans de nombreux États, ceux qui pratiquent l'esclavage, mais aussi, et il faut le retenir, dans les populations qui en sont victimes. Je rajouterai à ceci une date que je ne demanderai pas de retenir, quand même elle est assez intéressante, c'est que durant la Révolution française, ça aussi c'est un rappel, il y a eu une première abolition de l'esclavage. Elle a été choisie et votée par les députés de la Convention au moment de la Première République qui avait été instaurée en 1792. Et cette première abolition de l'esclavage, qui date de février 1794, sera, hélas, rapidement abandonnée, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, maintenant, revenons à l'abolition de l'esclavage en France. Le moment où cet esclavage va être aboli, ben, c'est au moment de la Révolution, qu'on a étudié aussi dans d'autres leçons, le printemps des peuples,
en 1848, en février 1848, il y a une révolution en France, et cette révolution aboutit à la chute de la monarchie, au départ du roi Louis-Philippe et la mise en place de la Deuxième République. Alors cette année 1848, vous voyez, elle est importante même à l'échelle de notre histoire nationale, puisque c'est le moment où, pour la deuxième fois, on retente une expérience républicaine dans notre pays, mais pour ces républicains, et notamment largement influencés par un homme comme Victor Schœlcher, eh bien, il faut abolir l'esclavage. Et voici ici le décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848, pris par le gouvernement provisoire de la République. Et ici, article 1er, en rappelant quand même que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine en général, donc c'est universellement insupportable, il faut lutter contre l'esclavage. Il est aboli dans toutes les colonies et possessions françaises. Je vais maintenant sur un tableau qui est très très souvent va figurer dans les manuel d'histoire. Moi, je l'ai vu quand j'étais enfant, collégien, dans les manuels que j'avais, qui célèbrent justement la proclamation de l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Et pourtant, ce tableau, qui est aujourd'hui exposé à Versailles, pose un petit peu question. Alors on y voit un représentant de la République avec les couleurs bleu, blanc, rouge. Je rappelle que ce drapeau, c'est le drapeau qui nous vient de la Révolution française, et donc chargé des principes de liberté, d'égalité. Vous voyez des militaires, des marins, la population blanche, créole des îles, et des esclaves libérés, levant les bras au ciel, et se montrant reconnaissants envers leurs anciens maîtres. Moi, dans cette image de joie, d'enthousiasme qu'a voulu traduire le peintre, j'y vois aussi vous savez, ce complexe de supériorité européen, à savoir la position d'Européens qui sont des libérateurs, alors que quelques années auparavant, c'était encore eux, les maîtres et les esclavagistes. Il y a dans cette représentation encore ce caractère de sentiment de supériorité européen vis-à-vis des populations. Quoi qu'il en soit, on peut critiquer ce tableau, les faits sont là, on abolit l'esclavage. Et ça se fait immédiatement, très très rapidement, dans toutes les îles qui sont encore sous la domination française. Alors deuxième caractère un petit peu ambigu et ambivalent, ici les Européens sont fiers de mettre fin à l'esclavage, et ils ont raison d'en être fiers. Les Français ici célèbrent justement ce moment important dans les étapes de la conquête de l'égalité dans notre pays. Mais il y a aussi dans cette libération de l'esclavage un nouvel argument pour coloniser, paradoxalement, puisque dans certains États africains il y a encore une pratique de l'esclavage, eh bien on va dire que coloniser ces territoires, eh bien finalement c'est leur apporter la liberté, c'est leur apporter la civilisation avec la fin de la pratique de l'esclavage. Donc vous voyez que c'est un petit peu ambigu, il y a toujours un petit peu cette idée de supériorité des Européens qui, avant les autres, eh bien, abolissent l'esclavage et donc vont apporter leur lumière, leur liberté à d'autres peuples moins civilisés qui le pratiquent encore. Nouvel argument de civilisation contre des territoires qui seraient moins civilisés que l'Europe. Dernier point maintenant, j'en arrive à ceci. Vous imaginez que dans la mémoire collective de la population française, hein, puisqu'on va parler ici de l'histoire de France, cette colonisation, enfin, excusez-moi, cette mémoire de l'esclavage a pu être mal vécue. Si on pense aux Français qui vivent en Martinique, en Guadeloupe aujourd'hui, qui sont les descendants de ces populations d'esclaves, eh bien, il peut y avoir une certaine amertume, un sentiment d'inégalité, et peut-être aussi d'injustice très très forte dont ont été victimes leurs ancêtres. C'est ce que la République française, au début du XXIe siècle, donc c'est très récent, a tenté de réparer
en reconnaissant eh bien, finalement que la France s'était rendue coupable de crimes, puisque il a été décidé en 2001, mais là j'en viens à cette chronologie, avec une loi votée par Christine Taubira, elle-même descendante des populations d'esclaves, c'est une Guyanaise, Christine Taubira, ministre de la Justice à cette époque-là, qui a reconnu, cette loi votée par les députés donc, de la République française, a reconnu que la traite et l'esclavage ont été des crimes contre l'humanité. Alors je reviens à cette chronologie, puisqu'elle résume un petit peu toutes les idées qui étaient dans les documents. On a eu une première abolition, je passe dessus en 1794, Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage pour satisfaire les propriétaires des exploitations agricoles, sucrières notamment. Il y a eu des révoltes, évidemment, ça aussi c'est important, hein, ces révoltes d'esclaves, les victimes de l'esclavage ont été des acteurs de la lutte pour abolir cette pratique. Et puis on voit que des pays comme le Royaume-Uni ont aboli l'esclavage en 1833. Alors ici, le Royaume-Uni a été un pays un petit peu en avance sur les autres et qui a montré la direction à d'autres États européens. Il faudra attendre 1848 pour que la République abolisse définitivement l'esclavage. Nous retiendrons aussi la date de 2001 qui condamne expressément, clairement, cette pratique comme un crime contre l'humanité. Alors, j'enlève le livre, et maintenant, on peut noter les contradictions de la colonisation. Et oui, en conclusion, on peut parler de contradiction de la colonisation, puisqu'en même temps qu'on colonise des territoires, on libère les esclaves. Donc, l'Europe conquiert des colonies, mais le combat triomphe grâce à l'action d'un homme. Alors là, c'est vraiment un nom à retenir, hein, Victor Schœlcher. Ça a été le grand artisan déjà de la lutte contre l'esclavage en France pour son abolition, et cet abolitionniste a obtenu et a porté le projet d'abolition et qui aboutit au décret de 1848. Donc, la Deuxième République prononce son abolition dès 1848. 1848, année à retenir. Depuis 2001, la traite et l'esclavage sont reconnus comme un crime contre l'humanité. Voilà le résumé à retenir pour commencer cette conclusion. On continue dans la vidéo suivante.